Il y a une question qui est revenue. Effectivement, j'avais oublié d'y répondre lors de la première vague, c'est sur la sorcellerie. Tout ce qui a un nom existe. C'est possible, hein? Un cheval à 10 têtes, je ne sais pas, c'est un nom, mais je ne sais pas si ça existe. En fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas le nominalisme, ce n'est pas le fait de nommer les choses. Le problème, c'est le sens que nous conférons aux faits sociaux. Alors, je me suis mieux expliqué disons, dans certains textes. Je suis revenu sur le premier livre parce que je me suis retrouvé face à une incompréhension. Il ne s'agissait pas pour moi de nier le fait social. Un fait social, un fait de façon générale, il ne peut pas se nier. Il s'observe, il est visible, il est palpable, on le sent. Je vais dire, le matin, quand je sors de chez moi, je vois des canaris à des carrefours. J'ai assisté dans mon village à des séances d'ordarlie, c'est-à-dire mettre une femme sur la place publique et puis obligée à avouer la mort de son mari. J'ai vu des cercueils portés par des ivrognes, par des gens qui sont en fait drogués, mais qui croient voir des esprits. En réalité, c'est une théâtralisation de la souffrance et de la peur. Donc c'est le sens qu'on donne à cet événement-là, c'est-à-dire porter un corps, un mort qui va habiter des vivants pour aller désigner le mort, enfin le responsable de sa mort. Qui parfois accepte. Qui accepte? Non, certains qui sont désignés pour se donner un spectacle disent oui, c'est vrai. Oui, bon, qui avouent. Ah ouais, voilà. Donc il y a la problématique des aveux. Mais bon, tout ça, c'est analysé dans. S'il te plaît, tu te mets de côté puisque c'est lui qui est l'auteur de la question. C'est pas que je vous réponde directement, mais il faut quand même, par courtoisie, se voir et vous voir quand on répond à la question posée. Alors, c'est l'interprétation donnée aux faits. Je ne crois pas à des gens qui disent être invulnérables aux balles, aux métaux. Je ne sais pas. En fait, c'est une insulte même à Dieu d'être capable de créer un monde aussi désordonné où n'importe quel individu peut venir par sa propre volonté désorganiser cet univers. Il faut donc déconstruire le sens donné à ces actes et non pas déconstruire le fait. Non, je dis, regardons le fait, essayons de l'analyser autrement. Le dernier événement, j'ai une cousine qui est morte il y a environ un mois. Et la version publique qui a été donnée, c'est que son mari était un voleur de gibier. Et quand il vole les gibiers, les pièges attrapés dans les champs, et qu'il apporte à la maison, sa femme fait la cuisine avec. Et donc, les gens ont maudit, comme on appelle, le voleur de gibier. Et comme la femme n'a pas assez de puissance pour résister aux malédictions, c'est elle qui a reçu les balles et elle en est morte. Voilà ce qu'on a voulu nous faire avaler comme justification de sa mort. Mais quand j'ai mené ma petite enquête, avant qu'elle ne meure, je l'ai vue à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'une de mes tantes me dit? Elle me dit, celle-là, on lui a dit de ne pas faire d'avortement. Ça fait son 4e avortement. Elle ne veut pas écouter les gens. Voilà maintenant ce qui lui arrive. Vous voyez, c'est ça le fait social. C'est-à-dire qu'il y a l'interprétation publique, il y a l'interprétation privée. Il y a ce qu'on veut faire avaler parce que ça va bien, parce que ça passe bien, c'est bien joli d'être victime d'une attaque spirituelle.
En réalité, il y a autre chose. Nous traînons nos maladies, nous traînons notre pauvreté, nous traînons nos incapacités à nous soigner et nous accusons des individus par irresponsabilité. Voilà en fait ma thèse. Ce n'est donc pas un fait social qui est remis en cause, mais c'est une réinterprétation que j'invite à faire. Et c'est ce que Kant a fait, c'est ce que Spinoza a fait. En réalité, on a l'impression que c'est la première fois que nous remettons en cause cette histoire de sorcellerie. Mais quand on lit les auteurs anciens, même les historiens ont été confrontés à ce problème. Kant a été confronté à ce problème. Il a donné son point de vue. Spinoza également a donné son point de vue. Il a dit aux gens, mais soyez sérieux. Vous ne pouvez pas accepter qu'on puisse vous faire avaler l'idée que, à l'époque, il disait le spectre. Un spectre va venir dans une boulangerie et faire marcher une boulangerie et fabriquer du pain pour des êtres humains. Mais ce spectre-là, il a besoin d'un corps. D'où la théorie de Spinoza, pour qu'un corps puisse être mis en mouvement. Et pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait corporalité, matérialité. Mais le spectre n'a pas de corps. Alors, comment il peut mettre en mouvement des objets physiques? Donc c'est ce type d'analyse que je demande de faire pour nos sociétés. Ne nous laissons pas intimider par des prétendus gardiens de la vérité qui veulent nous terroriser et nous imposer des points de vue de la société. Voilà pour ce qui concerne la sorcellerie. Et je suis, sur ce point-là, un rationaliste. On peut rentrer dans l'Égypte ancienne, d'ailleurs, c'est ce qui a causé même la faillite de l'Égypte ancienne. Au moment où il fallait être sérieux, attaquer les étrangers, Akhenaton et son groupe et sa femme s'étaient enfermés dans les pyramides pour prier son Dieu unique, pendant que les frontières étaient attaquées. Ils ont passé leur temps à construire des pyramides pour le repos de leurs âmes. Et nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs. Bon, quant aux autres, excusez-moi, j'ai été un peu long sur ce point, l'ivoirité et la grande politique. Effectivement, au décès du président Bédié, j'ai produit un texte pour dire le titre du texte, trop tôt et trop loin. En fait, Bédié a vu trop tôt ce qu'il fallait faire et il est allé trop loin parce que les consciences n'étaient pas encore prêtes à ceci. Quel est le fond de l'ivoirité? Il est parti d'un fait. Quand il prend le pouvoir en 83 et qu'il revient et en 93 et qu'il prend son mandat à lui en 95, il constate que les Ivoiriens sont en train de s'enfermer dans leur ethnie, en griffe, dans leur communauté, dans leur société. Il y avait le risque de division de la Côte d'Ivoire. Alors il propose un nouveau projet. L'État n'était pas... Il y a un État qui nous échoue, mais il n'y a pas de nation. Il nous faut construire une nation. Donc, avec ses intellectuels, il crée le concept d'ivoirité. C'est-à-dire que nous nous délions de nos appartenances ethniques pour créer une nouvelle subjectivité pour laquelle nous allons vivre. C'est simple. Maintenant, le moment, la période, les concepts, les débats de l'époque, la nationalité du président, du premier ministre de l'époque, Alassane, s'appelait Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, il a dédramanisé son nom, il s'appelle Alassane Ouattara. Donc, au premier ministre, le problème du foncier, le problème du vote des étrangers, nous avons lutté contre le vote des étrangers en 1990 parce que c'était anticonstitutionnel et Koufo-Boye faisait voter les étrangers contre la Constitution. Mais ce n'était pas dirigé contre les étrangers, c'était pour des principes. Vous voyez, donc c'est tout ce débat-là mal interprété, donc ça donnait l'ivoirité. Je n'aime pas beaucoup le terme ivoiritaire. L'ivoiritaire, c'est celui qui est contre l'ivoirité, qui a créé un concept pour stigmatiser l'attitude de ceux qui feraient au conditionnel de l'ivoirité une acalité, alors que ce n'est pas une acalité. Et d'ailleurs, il y a une suite qu'il faut écrire à ce livre sur l'ivoirité. Quand Bédié, le PDCI, crée le concept d'ivoirité, il y a au sein du mouvement La Cure Vif beaucoup d'intellectuels qui sont
de différents horizons, de différentes religions et de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Lorsque, en 1995, le RDR est créé, bizarrement, il y a une migration de gens qui délaissent le PDCI et son think tank, son réseau de pensée, et qui passent de l'autre côté. Et quand on regarde bien l'origine ethnique et religieuse de ces gens, on se pose des questions. Quel est le fondement de leur départ disons, de la PUDIF ou bien de la revue Racine? Ça, c'est une interrogation. Je n'ai pas de réponse, mais j'essaie de penser notre avenir à tous. En fait, il nous faut revenir, il faut dépoussiérer ce concept. Certains disent qu'il faut le laisser tomber. C'est le cas de l'Ivoironie. D'autres disent, bon écoutez, il faut en revenir à la nature culturelle de l'ivoirité. Le mot a été créé en 1974. Abdou Kofi, le philosophe Abdou Kofi, m'a montré le texte de Paix à son âme de Fraternité Matin, un texte signé de Pierre Niava qui rend compte des activités intellectuelles de Ngouran Porquet et d'un autre Aboubakar Touré. Voilà. On dit que c'est un concept qui est né à Dakar, mais je n'ai pas vu le texte. Voilà. Et donc, je ne sais pas, moi je n'en suis pas un concepteur, je suis un critique du concept. Les créateurs sont là, peut-être que le professeur Jean-Noël Boukou a promis de sortir un livre sur une nouvelle approche de l'ivoirité. Peut-être qu'à l'occasion de la mort du président Bédier, on va voir ce que ça va donner. Mais il est trop pollué. Le concept est trop pollué. Est-ce qu'il faut trouver un autre mot? Je ne sais pas. Mais je dis, tant que la Côte d'Ivoire vivra, l'idée de l'ivoirité sera nécessaire parce que l'ivoirité comme une sorte d'unité culturelle, est-ce que c'est possible de le faire? Ça, je n'en sais rien. Il faut le demander au concepteur. Maintenant, excusez la peur. Je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas courageux, en tout cas, ça, peut-être que c'est pour cela que je suis encore là. Maintenant, si vous êtes courageux face à des pouvoirs tyranniques, c'est Tibus qui disait bien, il m'agace parfois, mais bon, il a l'art aussi de dire certaines choses. Il dit, mais à son âge là, il ne sait pas pourquoi il faut engueuler tout le monde, insulter tout le monde. Non, il y a des moments où il faut savoir déposer les armes et puis bon, faire la paix. Et puis dire les choses, mais d'une certaine manière. Je pense que chacun d'entre nous avons l'illusion ou bien le désir de dire la vérité, de posséder la vérité. Mais c'est la manière de le dire. Et parfois, nous sommes trop fougueux. Et c'est pour ça que le livre, le poète, le philosophe et la politique, en fait, c'est un... je pense qu'à la réimpression, je vais dédier ça au Sinessi et au Sinares. En réalité, c'est le Sinessi d'une certaine époque dont lui, il a payé les frais. Et c'est le Sinares d'une certaine époque, face au parti unique. Mais ça a été dur, ça a été pénible, ça a été insultant. Les gens étaient arrogants vis-à-vis des enseignants qui étaient considérés comme des moins que rien. Et ceux-là ont buté pour que nous soyons là, pour que nous puissions aujourd'hui nous asseoir ici et dire certaines choses, ce qui n'était pas possible en 87, 88, 92. Hein. Et donc c'est un hommage que je rends au Sinessi et au Sinares à ma manière. Voilà. Peut-être avec la peur d'une autre manière de combattre. Hein, c'est bien de combattre, c'est bien, vous êtes jeunes, vous êtes fougueux, on a fait ça, vous nous a gazé, nous a gazé, et puis bon, ça nous a assagi. Alors, la philosophie du dos, pour terminer, excusez-moi, j'ai encore un peu de 2 ou 3 minutes. Alors, bon, c'est une femme, elle en philosophie, hein, enfin, elle était en philosophie, professeure de lettres. J'aime bien cette image, du coup, qui était un artiste, comprendra mon amour pour cette image. En fait, quand vous vous intéressez à la photographie, vous voyez que
c'est un moment historique incroyable. C'est-à-dire, quand vous faites la photographie, vous ne pouvez jamais répéter la même image. C'est comme quand vous cassez le pétou, vous ne pouvez jamais avoir le même plaisir et le même orgasme. Vous avez beau multiplier les manières de faire l'amour, mais l'amour que vous avez connu, la sensation que vous avez connue à un moment donné, vous ne pouvez pas la répéter avec la même fille, 1000 fois, 20 fois. Alors c'est la même chose pour la photographie. C'est incroyable ce basculement au 3 quarts ou bien au 1 tiers. Et puis bon, il faut le remarquer, elle est belle aussi. Ça c'est bien. Voilà, donc nous avons fait une sortie sur ma femme à couper, non, à BCD Brignan. Et puis bon, j'ai publié des images. Sur 10 images publiées qui faisaient état de ce que nous avons vu là-bas, il y avait 8 images de dos. Et les images qui ont été les plus appréciées, les plus commentées, ce sont les images qui portaient sur le dos. Et alors, je commençais à m'interroger. Mais pourquoi nous sommes si fascinés par le dos? Qu'est-ce que le dos? Et puis, au fil du temps, je me suis rendu compte que le dos, il y a eu une réflexion incroyable sur le dos. Le dos, c'est le signe de la fragilité. Nous ne le voyons pas. Mais il existe. Il est là. Et nous mettons des gens dans notre dos, mais c'est aussi un signe de confiance totale, absolue. Dans ma langue, comme dans votre langue, dans d'autres langues, vous dites migrant aussi. C'est-à-dire, je suis derrière toi. Mais je suis derrière toi dans le sens de, je te supporte non pas parce que je ne veux pas de toi, mais je suis avec toi. Mais accepter quelqu'un dans son dos, c'est-à-dire donc la partie la plus fragile, enfin l'une des parties les plus fragiles, parce que la nuit aussi est là, hein, c'est aussi fragile. Accepter de mettre quelqu'un dans son dos, c'est aussi lui faire confiance. Et puis je me suis rendu compte que nos mamans nous portent au dos. Et c'est une pratique, disons, pas créée par les Africains, mais pratiquée par beaucoup de femmes africaines. Et les études ont été faites au Canada. Il y a aujourd'hui des spécialisations dans les universités sur comment porter son enfant au dos. Alors que nous sommes en train d'abandonner justement cette pratique. Parce qu'on s'est rendu compte du caractère humanisant de l'enfant qui est porté au dos par sa mère. Et puis, une autre interrogation, les enfants qui sont au dos, ils font des mouvements de plaisir, de suppression, et puis vous voyez le pied aller dans tous les sens. Mais ça peut être sexuel. Ah non, alors l'interrogation, est-ce que les enfants se masturbent dans cette situation? Non, c'est une interrogation. Mais il fallait pourquoi rejeter de la main cette première possibilité? C'est une hypothèse de travail. Ainsi de suite, Lumumba, quand il est conduit dans le Shabbat, dans le Katanga, il a la main au dos. Quand il arrive sur le Tarbac, les Ghanéens qui sont là, qui le regardent descendre, il lui tourne le dos. Et parmi l'un des représentants des casques bleus ghanéens, c'est le général Ankra. Ankra, quand il revient au Ghana, quelque temps après, il organise un coup d'État contre Nkrumah. Alors que Nkrumah avait envoyé ces éléments-là pour supporter, comme on appelle Patrice Lumumba. Mais ils ont été incapables de le défendre. Ainsi de suite, donc vous voyez, est-ce qu'on aurait un jour l'occasion de voir une femme imam diriger la prière? Mais ça a été tenté en France. Et quand les chrétiens font leur messe, une partie de la messe, aujourd'hui, ils ne font plus la messe face au dos. Enfin, le prêtre ne fait pas la messe, le dos tourné vers le peuple. C'est Vatican II. Voilà, depuis Vatican II, il y a une orientation, une nouvelle orientation dans, comme on appelle, à l'Église. Donc, d'où une réflexion sur l'orientation, c'est-à-dire ce que nous regardons quand nous sommes dans une église. Est-ce que c'est Jérusalem? Est-ce que c'est le soleil levant? Est-ce que c'est l'Égypte?
ou bien est-ce que n'importe quel endroit peut être considéré comme notre levant, notre soleil, ainsi de suite. Vous voyez? Donc il y a une occurrence, une richesse incroyable du mot d'eau. Et puis, bon, mon plaisir à moi, ma satisfaction, c'est que l'idée de Do a donné naissance à d'autres philosophies. Et la dernière philosophie qui est née de ce concept, c'est que j'étais à Boaké il y a quelque temps pour un colloque sur le numérique, et il y a quelqu'un qui prend la parole, deux jeunes, quand j'ai fini ma communication, ils lèvent la main, ils disent, professeur, grâce à vous, nous avons inventé une nouvelle philosophie. J'ai dit, c'est quelle philosophie? Ils disent, c'est la philosophie du string. Le string. Parce que rien de plus juste que le string. C'est-à-dire ce fichu qui divise en parties égales les faces. Voilà. Il n'y a pas une partie qui est augmentée par l'autre, juste le milieu. J'ai trouvé ça formidable. Il y a aussi la philosophie du ventre. Il y a un collègue espagnol, Jean-Louis le frère de l'autre, qui a sorti un livre très intéressant, la philosophie du ventre, comme on appelle l'autre du dos. Et puis il y a la philosophie du pétou, comme le créateur est là, c'est Seka. Voilà. Bon, voilà. Bon, parler c'est doux. Bon, je suis obligé de. Ah oui, bon, le professeur qui nous reçoit, je pense que l'honneur. Oui. Je voudrais vraiment vous remercier.